Bonjour à tous, bienvenue ce matin dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne pour cette nouvelle édition des forums France Culture, désormais traditionnels. On est très heureux de vous retrouver à chaque fois aussi nombreux, bravant la tempête, l'épidémie et la paresse. On va passer la journée ensemble, enfin vous, j'espère, vous allez passer la journée avec mes collègues de France Culture. La société face au conflit, c'est le thème de cette journée. Et aujourd'hui, enfin en ce moment, à cette heure-ci, à 11h30 précise, au moment où nous parlons, nous allons nous poser une question. A-t-on besoin des conflits? Le conflit est père de toutes choses, de tout le roi. Les uns, ils les portent à la lumière, comme Dieu. Les autres, comme hommes. Les uns, il les fait esclaves et les autres, libres. Voici les réflexions que m'a inspiré le sujet du jour. Non, je plaisante. C'est une citation d'Héraclite. Héraclite, qui au VIe siècle avant Jésus-Christ, définit le conflit ou la guerre, on va voir la différence entre les deux, le terme grec c'est polémos, comme étant le père de toutes choses. Ce qui est très, très intéressant parce que si le conflit se situe à l'origine de tout, alors il n'y a aucune chance que l'on puisse jamais le dépasser. La question qui s'ensuit est celle de savoir si finalement placer le conflit ou la guerre à l'origine de tout, ce n'est pas aussi une manière de pouvoir justifier la surenchère dans cette guerre ou dans ce conflit. Alors le programme de ce matin, il est assez clair et on va le suivre ensemble avec mes 4 invités. On va d'abord essayer de définir ce qu'est le conflit. En bon philosophe, on commence par essayer de proposer une définition du terme qu'on emploie. On va se demander si ces conflits sont inévitables, s'ils ont des vertus, et enfin, s'ils sont possiblement, s'ils peuvent être modérés, s'il y a une cohabitation possible avec un conflit dès lors que celui-ci serait reconnu comme étant inévitable. Mes invités aujourd'hui, je vous les présente. Pierre Judet de Lacombe, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes directeur d'études à l'EHESS. Vous avez traduit le texte qui met en scène un conflit inouï et interminable à l'origine de notre civilisation occidentale, à savoir l'Iliade d'Homère. Un texte qui ne semble pas aller dans le sens d'une possibilité d'absence de conflit entre les humains. On verra ça dans un instant. Pas vraiment, non. À votre droite se trouve Hélène Leuillet. Bonjour à vous. Bonjour. Vous être philosophe et psychanalyste. Tu haïras ton prochain comme toi-même. C'était le titre d'un livre que vous avez publié en 2017 qui fait le constat d'un phénomène récent d'expression d'une haine elle-même ancienne. Vous nous direz ce que ça signifie. Vous avez aussi proposé une philosophie de la police, écrit un livre sur le voisinage, sur le terrorisme, tous ces lieux où le conflit semble inéluctable. Tout à fait. À votre droite se trouve Alain Renaud. Bonjour Alain Renaud. Bonjour. Vous êtes spécialiste de Kant que vous avez traduit. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres de philosophie politique et vous faites paraître avec Geoffroy Lavaux Vous faites paraître avec Geoffroy Lavaux la conflictualisation du monde au XXIe siècle, une approche philosophique des violences collectives. Vous nous direz donc ce que la philosophie a apporté à ce constat de conflictualisation. Et enfin, Frédéric Worms, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie à l'École normale supérieure, membre du Comité consultatif national d'éthique, spécialiste de philosophie du XXe siècle, et plusieurs ouvrages que vous avez écrits sont en lien avec la question du jour. Je citerai La philosophie face à la violence, ainsi que Les maladies chroniques de la démocratie. Vous nous aiderez à comprendre le rôle de la démocratie face au conflit, à savoir est-ce que la démocratie peut, dans un sens, légitimer ce conflit qui paraît inévitable. La parole est à vous. Pierre Judet de Lacombe, je vous propose qu'on commence avec une esquisse de définition du conflit, parce que j'imagine que le conflit, au moment où Homère écrit, n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on appelle le conflit aujourd'hui. Oui, alors pour le dire très très trivialement, le conflit c'est évidemment une opposition qui pourrait être armée quand c'est polémos, qui est la bataille ou la guerre, et sinon le mot général pour conflit en grec ancien c'est éris, qu'on a dans éristique. Donc ça peut être un conflit de parole, un conflit politique. Bon, alors simplement le conflit comme opposition suppose qu'on soit en désaccord sur quelque chose, et tout le problème c'est de ce quelque chose sur lequel on est en désaccord. Bon, il s'agit de reprendre Hélène dans la guerre de Troie, et de détruire la ville par ailleurs. Mais donc il y a un but, et aussi est-ce qu'il y a la possibilité d'un tiers entre les deux parties en conflit? C'est bien ça. Alors, et les conflits sont plus dans la tragédie, dans l'Iliade, etc., sont plus ou moins violents selon qu'une partie prétend définir le tiers qui fait qu'il y a dépassement possible du conflit, ou que l'on pense que le tiers qui fait que, même s'il y a conflit, il y a possibilité d'entente, le tiers est d'une certaine manière transcendant par rapport aux oppositions. Ça peut être la loi.
Ça peut être les dieux, pas vraiment. Ça peut être l'âme humaine, ça dépend de des différentes positions, comme s'il y avait déjà dans la réalité quelque chose qui permet d'aller au-delà du conflit. Et tout le problème, c'est de savoir, par exemple, opposition homme-femme, etc., s'il y a un terme dominant qui définit lui-même, qui tient la logique de l'opposition. Ou est-ce qu'on est vraiment dans une opposition frontale? C'est ça qui est... Et les Grecs n'ont pas cessé de réfléchir sur cette question. Donc il faut distinguer conflit et guerre? Alors conflit et guerre, oui, parce que c'est presque la même chose. Dans l'Iliade, à un moment, c'est vraiment la guerre qui dure depuis 9 ans au moment du début de l'Iliade. Et comme ils en ont assez, eh bien, ils décident de passer au droit. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un conflit armé entre deux camps, on aura un duel armé entre Ménélas et Paris, les deux époux d'Hélène, si on peut dire époux diachroniques, hein, pas synchroniques. Et donc, et alors là, les dieux ne sont pas d'accord. Parce que les dieux, eux, veulent le conflit. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais on passe du militaire au guerrier. Et comme le guerrier s'arrête parce qu'il y a des serments, les serments sont brisés du fait des dieux qui ne veulent pas qu'il y ait de solution. Et à ce moment-là, c'est la guerre qui reprend. Voyez, donc il y a effectivement un continuum entre guerre civile, guerre joute oratoire, joute politique avec des votes. Et tout cela est décrit, c'est intéressant, sous le même terme. C'est éris. C'est-à-dire que pour eux, c'est un genre avec des espèces différentes, mais il n'y a pas une différence de nature radicale entre conflit armé, même guerre civile, et conflit politique. Alain Renaud, comment définissez-vous le conflit et le distinguez-vous également de la guerre? Écoutez, je suis très, très réservé sur le fait de donner une définition générale du conflit ou des conflits. C'est un terme qui a, comme tous, une extension et une compréhension. Alors l'extension est considérable. Il y a les guerres, il y a tous les affrontements. Par exemple, aujourd'hui, le terrorisme, même s'il est armé, n'est pas une guerre, au sens où il n'oppose pas des armées constituées comme telles, ou les conflits genrés, qui sont extrêmement puissants, violents, etc., sont encore une autre espèce. Donc je serais tout à fait réservé sur le fait de parler des conflits en général. Je pense qu'il faut plutôt essayer de s'orienter entre leurs diversités en les mettant en rapport avec 2 ou 3 autres termes. Alors la guerre, bien sûr, mais c'est une espèce de conflit. Ça n'épuise pas la conflictualité. Je dirais plutôt la haine, qui joue un rôle très important dans la genèse des conflits, la violence. Et c'est plutôt moi, pour ma part, à partir de la relation entre conflit et violence, que je pense qu'on peut différencier les conflits. Mais je pense qu'une théorie générale des conflits ou une notion générale des conflits ne nous conduira pas très loin, parce qu'elle conduira à faire apparaître que nous pouvons les désigner de telle ou telle manière. Ça dépend. Et je ne vois pas bien ce qu'on réussira à conquérir en procédant comme ça. C'est pourtant le titre de votre livre, pardonnez-moi, la conflictualisation au XXIe siècle. Ça veut donc dire quelque chose, ou alors votre titre lui-même ne fait pas sens. Non, bien sûr, mais conflictualisation veut dire ici l'ensemble des affrontements qui ont en commun quelque chose comme une relation à des violences, à des formes de violence qui différencient les conflits. D'où le sous-titre que vous avez indiqué, une approche philosophique des violences collectives. Alors vous avez aussi un conflit peut opposer 2 personnes. Un conflit peut être collectif. Les conflits collectifs sont de teneur et de logique et de force, de violence extrêmement différentes. Un conflit entre une mère et son fils n'a rien à voir. Je ne continue pas ma phrase. Mais vous voyez que c'est très très difficile. Le terme, à mon avis, est à peu près indéfinissable par lui-même. Hélène Leuillet, est-ce que vous souscrivez à cette impossibilité de définir le conflit? Écoutez, oui, en principe, tout est indéfinissable, mais on peut quand même essayer de donner quelques repères. Moi, il me semble quand même que ce qui spécifie le conflit, peut-être passer au latin, puisque le terme conflit vient directement du latin, c'est qu'on reste ensemble. Vous venez d'ailleurs de prendre l'exemple de la mère et du fils, ils sont précisément par définition ensemble, trop peut-être parfois, c'est à cause du conflit. Voilà, con, le préfixe con qui veut dire cum, ensemble. C'est-à-dire que le conflit, c'est un heurt, mais c'est un heurt dans un ensemble. Et donc, le conflit, il peut toujours se donner des règles. Il peut toujours passer par le langage. Il est, dans une certaine mesure, inéluctable en raison de la diversité des places qui sont les nôtres et puis de notre diversité intérieure. Il peut y avoir du tiers, je rebondirai sur ce qu'a dit Pierre Judet de Lacombe, dans le conflit.
En revanche, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est peut-être à une éclipse de ce tiers qui fait qu'on arrive à ce qu'on peut appeler la guerre. Parce que la guerre, c'est plutôt, alors les étymologies sont controversées, mais enfin ça semblerait venir du latin versus, c'est l'opposition. Et l'opposition en tant que telle, soit elle est conflictuelle, et je reviendrai sur ce que vous disiez, et alors il peut y avoir des règles, il peut y avoir du tiers, il peut y avoir du langage, soit elle est au-delà du conflit, parce qu'il n'y a plus de tiers, c'est une pure opposition. Et là, je renverrai à la définition de Locke. Après tout, dès qu'il y a une intention hostile, c'est-à-dire une intention de détruire l'autre, alors il y a guerre. C'est moi la distinction que je ferais. Dans le conflit, il n'y a pas nécessairement d'intention de détruire l'autre. Ça peut même être nécessaire pour reconnaître la place de l'autre. Tandis que dans la guerre, oui, il y a une intention de détruire l'autre. Frédéric Worms. Oui, c'est vrai que c'est difficile de définir le conflit, mais c'est justement parce que c'est, à mon avis, le terme le plus général pour décrire la présence de forces opposées dans un même espace, et effectivement avec un même enjeu, et qui vont se télescoper. Mais moi, je crois que c'est important d'avoir cette définition générale, mais aussi de la spécifier, et peut-être de la fonder finalement sur une philosophie, et on n'échappe pas à la philosophie. Et de mon point de vue, je dirais la mère de tous les conflits, la source de tous les conflits, c'est notre condition de vivant. Parce que d'abord, nous sommes partagés entre la vie et la mort, nous sommes aussi traversés par cette dualité entre nous, il y a des degrés divers entre les humains. Ça ne veut pas dire que la vie est une lutte pour la vie ou qu'on peut généraliser ça trop vite. Parce que dans le conflit, il y a aussi, comme le disait Hélène, la condition de coexistence de différence. Et donc aussi la condition du contraire de la haine, qui est l'amour. Donc c'est vrai que moi, dans les présocratiques, puisqu'on dit parfois que chacun a son présocratique, il y a Héraclite, qui est le conflit. Bon, moi, je suis plutôt du côté d'Empédocle, qui fait régner, gouverner le monde par l'amitié et la haine. Donc le conflit est aussi sur le fond de la possibilité de la conciliation. Il y a aussi le contraire du conflit. Et donc c'est la polarité pour moi entre le conflit et l'accord. Mais c'est vrai qu'il y a cette diversité. Alors entre les humains, qui sont à la fois peut-être les êtres les plus conflictuels de tous parmi les vivants, qui sont capables en effet de la guerre, de l'extermination délibérée de l'autre, etc. Il y a aussi la possibilité de réguler le conflit, non seulement par l'amour, mais par des institutions et par la parole. Donc le spectre des conflits va pour moi du désaccord entre amis, qui peut être très violent, mais qui est à la guerre inexpiable, en passant par les institutions. Et c'est vrai que... Mais je pense qu'il faut quand même une définition, non seulement une définition générale, avec ensuite tout un tas de différences, mais un fondement philosophique. Certaines philosophies pensent qu'on pourra dépasser éternellement le conflit, d'autres qu'on pourra jamais dépasser. Par exemple, Nietzsche est un grand penseur du conflit comme essence, encore plus radical que Héraclite peut-être, comme essence du vivant, et finalement la volonté de puissance comme lutte entre des forces. Moi, je suis un peu entre les deux. Je pense que le conflit est structurel dans notre condition, mais en même temps, son contraire aussi. Et donc, il y a même un conflit entre le conflit et la conciliation, si vous voulez. Et donc, il faut pouvoir en sortir sans jamais penser qu'on va le faire disparaître. En même temps, vous avez tous l'air d'accord sur le fait de reconnaître le caractère indispensable du conflit, en tout cas inéluctable, à la civilisation, à l'humanité, au fait même d'être vivant, vous disiez Frédéric Worms, mais force est de constater que la perception du conflit aujourd'hui a changé. Ce conflit paraît absolument envahissant, comme si le terrorisme, que ce soit les épidémies, la haine qui déferle sur les réseaux sociaux, toutes ces phrases que l'on entend et qui traduisent une lassitude, voire une peur de ce conflit qui se serait accru. Qu'en est-il? Est-ce un effet d'optique? Est-ce parce que les moyens d'expression de ce conflit structurel se sont multipliés? Ou est-ce qu'il faut tout simplement apprendre à composer avec, parce que de toute façon, le conflit est structurant depuis la nuit des temps et il n'est pas plus présent aujourd'hui qu'il ne l'était avant? Alain Renaud. Personnellement, ce qui m'a conduit à réfléchir sur les conflits, c'est le constat qu'il y a eu, nous parlons d'aujourd'hui aussi, et de ce qui se passe de notre temps, il y a eu un grand espoir aux alentours de 1990, de la fin du siècle dernier, où avec la chute du mur de Berlin, la fin de l'Union soviétique, la fin des conflits Est-Ouest, qui structuraient dans une large mesure la conflictualité mondiale, globale, beaucoup
beaucoup de nous-mêmes l'avons peut-être pensé, mais en tout cas beaucoup de nos collègues philosophes, un certain nombre de nos collègues philosophes, disons, ont conçu qu'on entrait dans une phase de pacification. C'est la position, par exemple, de Marcel Gauchet. À savoir que ceux qui conflictualisaient le monde, ayant disparu, nous entrions vers une phase de pacification. Il y a beaucoup d'auteurs, un certain nombre de penseurs, qui soutiennent cette position optimiste. Si nous regardons 30 ans après où nous en sommes, personnellement, je défends plutôt la perspective d'une conflictualisation du monde sous des formes extrêmement multiples, mais qui ont en commun de ne pas pouvoir laisser penser que ce qui se produit dans ces conflits soit un apport, soit un progrès, apporte quelque chose à une vertu pour que l'humanité s'accomplisse de façon meilleure. Donc, personnellement, si vous voulez, je n'attends pas des conflits, ni qu'ils se résorbent, ni qu'ils produisent, qu'ils aient par eux-mêmes une vertu. Je pense que le conflit, s'il faut donner un sens générique, c'est un ensemble de désaccords, d'affrontements, dont il serait bon que nous trouvions les moyens de nous en éloigner ou de les résorber, mais sans rêver sur une quelconque pacification de l'humanité. Et ça, c'est un appel idéaliste, ou vous pensez que nous pouvons vraiment trouver un moyen de résorber ces conflits ? Écoutez, je redis mon point de départ, je pense que les conflits sont si divers que donner une réponse en termes de pacification, de résorption, ne peut pas s'appliquer à tous les conflits. Par exemple, quand je regarde les conflits genrés... Qu'est-ce que vous appelez les conflits genrés ? Les conflits sexuelo-genrés, les conflits entre les hommes et les femmes et d'autres modes de sexualisation, ces conflits-là, qui se traduisent par des violences, qui se traduisent par je pense à la façon dont un certain nombre de terrorismes contemporains ciblent les homosexuels comme étant inhumains en raison même de leur sexualité. Voilà, ces conflits-là, je ne vois pas comment... dire qu'ils apportent quelque chose au monde, qu'ils ont une positivité, me semble extrêmement naïf. Et c'est ça l'idéalisme. Je ne soutiens pas du tout ça. Je pense que les conflits, la plupart des conflits, constituent des moments de négativité dont il faut avoir une philosophie très particulière qui n'est pas du tout la mienne pour penser que cette négativité va se nier elle-même et conduire vers une résorption, une pacification et un bien-être généralisé. Donc le conflit n'est pas forcément nécessaire à l'amélioration, en fait, c'est ce que vous dites. Écoutez, si on pouvait s'en passer, ce serait mieux. Je ne vois pas comment on pourrait soutenir que les conflits sont nécessaires à l'amélioration. Il y a des formes d'amélioration qui se produisent à travers des découvertes scientifiques, des progressions culturelles, venues au premier plan d'un certain nombre de choix de valeurs, respect de l'autre, etc., qui ne passent pas par des conflits. Hélène Leuillet, est-ce que cette position vous paraît iréniste ? Non, pas du tout, mais parce que je pense en fait que votre position, Alain, se situe finalement dans la droite ligne de ce que disait Frédéric à l'instant, et en mettant au jour un paradoxe. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on pense que le conflit est insupportable, alors bizarrement, c'est paradoxal, mais on tient une position de guerre et on accroît les conflits. Et c'est bien ce qu'on voit aujourd'hui, y compris dans le sexuel, vous avez tout à fait raison, y compris dans le rapport du sujet à lui-même, y compris dans la conjugalité, y compris dans les familles, tous ces phénomènes qui sont des phénomènes d'accentuation de haine, comme vous le soulignez à l'instant, Adèle, c'est que, au fait, on pense se passer du conflit, donc qu'est-ce qu'on adopte comme position ? Une position de domination. C'est inévitablement une position de domination qui suppose que dès que l'autre va émettre une objection à ce que je dis ou ce que je fais, une position diverse, je vais me sentir en danger dans mon identité. C'est un peu le narcissisme contemporain. Donc là, il faut supprimer le conflit. Comment on supprime le conflit ? Par la haine, par le mépris, par l'indifférence, par certains types de consensus qui sont parfaitement haineux. Et là, on va dans le sens de la guerre. C'est-à-dire reconnaître, au contraire, la place inévitable, inéluctable du conflit. Ne serait-ce que d'abord dans le sujet lui-même. Vous savez, classiquement, en philosophie, c'était le conflit des passions et de la raison.
Mais il faut aller beaucoup plus loin. Il y a des conflits internes au désir lui-même. Nos désirs sont conflictuels. Notre rapport au temps est conflictuel. Nous devons nous séparer de quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. C'est très conflictuel. Et donc c'est en reconnaissant, me semble-t-il, le conflit, sans l'encenser, hein, ce n'est pas une position irénique ni haineuse, reconnaissant l'existence du conflit que bizarrement on peut se pacifier. En tout cas, dans une analyse, c'est ce qui se passe. C'est la reconnaissance du conflit, le fait d'assigner des places aux différentes instances qui ne sont logiquement pas d'accord, qu'on peut pacifier, et pas en pensant qu'on va écraser le conflit. Ça, c'est une position violente. Un mot sur la haine, vous en aviez parlé, et c'était le titre de votre ouvrage que j'ai cité, hein, Tu haïras ton prochain comme toi-même, ce qui est une double haine, la haine à l'égard d'autrui et la haine à l'égard de soi. Dans quelle mesure est-ce que ce phénomène de haine que l'on identifie aujourd'hui comme étant à l'origine de beaucoup de conflits contemporains est nouveau ? Il est nouveau parce que traditionnellement encore, la haine, bon, on faisait avec, on savait qu'on devait composer avec, elle est dans le psychisme, et elle a même une fonction, mais il n'y avait pas de jouissance de la haine. On ne considérait pas que la haine était bonne en soi. Or, aujourd'hui, on assiste à une vraie délectation de la haine, à une vraie jouissance de la haine sur les réseaux sociaux. Il y a une émission tout à l'heure sur le clash. Enfin, quand ça clash dans une émission, c'est-à-dire que quand on a vraiment le sentiment que les gens veulent se détruire, veulent détruire leur position, alors là, on est content. Et ça, c'est une nouvelle jouissance de la haine, alors qui tient, à mon avis, à des choses qui nous entraînent un peu loin, hein, qui sont des modifications de notre rapport au langage, des modifications de notre rapport à la négation. Alors voilà, après tout, on est dans une émission de philosophie, hein, on peut le dire. C'est-à-dire que le rapport à la négation, aujourd'hui, il n'est plus du tout dialectique. Hein. Vous savez, aujourd'hui, on vous dit, bah alors, vous êtes pour le conflit ou vous êtes contre. Voilà. Donc, à partir du moment où on commence à dire oui, non mais attendez, c'est compliqué, vous savez, il y a plusieurs sens du mot conflit, et puis il y a ces types de conflits et pas d'autres, alors on a l'impression qu'on embrouille tout le monde. Ça veut dire qu'on ne sait plus utiliser la négation. Et ça, c'est très grave, parce qu'on ne peut pas parler sans la négation. Et quand on ne sait plus utiliser la négation, eh bien du coup, alors là, on l'utilise uniquement dans un sens que, bon, personnellement, et je sais que ça pose beaucoup de problèmes de le définir, j'appelle nihiliste, c'est-à-dire que la négation, elle vaut pour elle-même. Hein. C'est pareil, on ne se débarrasse pas plus de la négation que du conflit. Et la négation, elle est absolument nécessaire à la logique et à la pensée, et quand on ne l'a pas, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on bascule dans la haine. Alors, est-ce que cette jouissance de la haine est nouvelle, ou est-ce que ce sont les modes d'expression de cette jouissance qui attirent l'attention sur cette jouissance ? Je vous pose la question, Pierre-Gilles de Lacombe, parce que, si, pardonnez-moi de vous ramener encore une fois à l'Iliade, mais enfin, il y a quand même beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut parler de jouissance de la haine dans ce texte ? Dans l'Iliade, il ne s'aime pas beaucoup, mais simplement, peut-être d'abord pour rebondir, c'est vrai que ce qui a complètement changé, donc là, les Grecs anciens n'étaient pas du tout dans ce monde-là, c'est que, comme le disait Alain Renaud, donc, il y a eu une promesse. À un moment, on a cru qu'avec la fin de la guerre froide, etc., enfin, l'humanité allait réaliser son idéal de progrès. Ça ne marche pas, et visiblement pas. Et donc, on avait tous en tête, plus ou moins, on était plus ou moins hegeliens d'une certaine manière. Il y avait une ruse de la raison qui faisait que même à travers des conflits, etc., quelque chose comme du sens et du bon sens, en réalité, allait se mettre au jour. Ce qu'aucun Grec n'a jamais cru. Mais ça ne marche pas. Et là où les conflits sont maintenant exacerbés et la haine prend une dimension, comment dire, terrible, c'est qu'elle est prophétique. C'est-à-dire que des clans ou des conditions alors, qui s'affirment comme porteuses de la promesse d'un salut. Et c'est cela qui, donc, une position particulière devient un absolu. Et donc, alors des causes justes comme évidemment l'antiracisme, l'antisexisme, etc., deviennent des positions de haine. Et même on voit que la laïcité qui était issue d'un conflit entre l'Église et l'État et la République, donc, mais qui est arrivée à une forme de pacification, le mot d'ordre de la laïcité, qui normalement devrait dire « il n'y a pas de conflit entre les croyances », devient un cri de haine. Donc anti-islam. Et je veux dire, et là, il y a quelque chose qui se passe qui est donc une espèce de perversion parce qu'on croit que, détenteur d'une partie de légitimité, on détient le tout. Ce que je disais tout à l'heure, on détient le tiers entre des conflits. Alors pour les Grecs, c'était pas comme ça. Il y a beaucoup de haine. Ils se haïssent perpétuellement, tous. Mais je veux dire que... justement, c'était que là où il y avait une conscience, c'est que la haine, c'était comme une sorte de déport hors de soi. C'est-à-dire qu'on pouvait être en état de haine, en grec, alors là c'est la colère d'Achille, ménis, qui est la même racine que mania, la folie. Donc c'est un délire
épouvantable, même tant s'il est justifié par les dieux, mais on pouvait toujours dire « Ah, c'est pas moi, c'est les dieux ». C'est-à-dire qu'on avait entre soi et soi, c'est pas qu'on n'avait pas une théorie du sujet, ça c'est vrai, il n'y avait pas une théorie globale unifiante du sujet, mais on savait que les dieux étaient là, on dirait nous l'inconscient maintenant, et que cela nous interpellait, nous appelait, nous déterminait, mais il y avait toujours la possibilité, et là c'est là que la psychanalyse a tellement dit, du langage. On pouvait décrire son délire. C'est une chose qui était... Donc il y avait toujours cette capacité de distance et on disait « Ah, c'est pas moi, c'est les dieux ». De même, Hélène est allée suivre Paris, ça l'aurait pas dû, c'est pas bien, c'est de l'adultère, etc. Et le vieux Priam dit « Oui, c'est pas toi, c'est les dieux ». C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y avait un ordre des choses, et donc ça, c'était ça le tiers, d'une certaine manière. On pouvait essayer ensuite de négocier avec les dieux pour que les raisons qui font qu'on devient fou disparaissent. Et toute l'Iliade, et toute la poésie, la tragédie, c'est cela. C'est-à-dire, c'est d'interroger les dimensions différentes du sujet, tout le côté, tout ce que Platon va ensuite rationaliser avec l'opposition justement du rationnel et de l'irrationnel. Ça, Échille, qui était en fait un disciple d'Héraclite, de certaine manière, n'y croyait pas tellement. Mais je veux dire, on transforme les pulsions en un monde, en une cosmologie. Et du coup, on peut s'y référer, on peut en parler et à la fois l'exposer de la manière la plus violente possible, d'où les violences de l'Iliade ou de la tragédie, mais avec une objectivation, parce que Aristote va appeler la catharsis, c'est-à-dire qu'on peut en parler toujours du dehors. Et c'est parce que tout se passe dans le langage. Mais est-ce ce qui manque aujourd'hui, cet arbitre, ce tiers, que ce soit Dieu, un juge, la politique ou la Sorbonne? Je pense que c'est ça. Et alors ça, mais évidemment, il faut distinguer entre l'art, donc la tragédie ou l'épopée, et la politique. Et ce qui manque, mais d'une manière cruelle maintenant, et là on est dans un état vraiment de délabrement de la pensée politique, c'est-à-dire que ce qui manque, c'est la capacité de penser le conflit, comme donc Claude Lefort disait que c'est la base du politique, enfin de la politique et du politique, et de définir dans chaque cas, des cas sont différents par rapport au racisme, par rapport à la religion, par rapport au sexisme, par rapport à la lutte des classes, etc., de définir les instances qui permettent d'objectiver. Et c'est vrai que, à mon avis, il faut vraiment opérer un renversement. S'il n'y a plus de promesses d'avenir, de salut, ça, sauf chez des fanatiques, quoi, ou encore des gens qui croient encore simplement au progrès brut, eh bien, la reconnaissance qui fait qu'on pourra dépasser le conflit et la haine, je pense que c'est le langage, effectivement, mais c'est le langage historique. C'est le langage qui explique pourquoi on est dans cette situation-là. Et ensuite, c'est une fois qu'on aura compris les raisons historiques qui font que l'on est dans cette situation de conflit sexuel, racial, etc., qui font qu'on pourra découvrir des médiations. Tout le problème, c'est la médiation, et actuellement, il y a un culte de l'immédiateté, et je veux dire que le culte de la haine, pour moi, c'est du capitalisme frénétique, c'est-à-dire qu'on prend les objets, les conditions raciales, sexuelles, etc., comme des options, comme des objets. Et donc, on les réifie. Et ce qu'il faut, c'est réintroduire du langage, c'est-à-dire du temps, c'est-à-dire de l'histoire. Frédéric Worms. Oui, moi je vais prolonger ce qui a été dit en introduisant peut-être un autre aspect qui me paraît très important. C'est vrai que je pense que la seule manière de dépasser le conflit, et c'est ce qui introduit d'ailleurs la question de la démocratie comme médiation, c'est de le reconnaître, et même de reconnaître deux sortes de conflits, non seulement le conflit avec un autre à l'extérieur, mais le conflit intérieur. Et la division interne pour la dépasser. Et inversement, le déni de ce conflit-là, personne ne peut dénier qu'il y a des conflits objectifs avec d'autres, mais le conflit intérieur peut être dénié. Et c'est le déni du conflit intérieur qui conduit toujours à la guerre, puisqu'à ce moment-là, il n'y a que l'autre absolu, et il n'y a jamais de conflit intérieur, et on sait bien que... dans le terrorisme, par exemple, il y a toujours l'idée que, et dans le fait de le considérer comme seulement externe, alors que le terrorisme, par exemple, est toujours aussi possible de l'intérieur d'une société. On a aussi des terrorismes d'extrême droite, des terrorismes intérieurs, comme on dit aux États-Unis, où c'est même une catégorie juridique. C'est des actes de terrorisme intérieur. Et terrorisme intérieur, ça veut dire d'extrême droite. Et ça veut dire racial, justement. Et je pense que la reconnaissance du conflit intérieur définit la démocratie, par opposition à des régimes qui ne pensent que le conflit extérieur, qui est aussi une tâche du politique. Il faut lutter contre la guerre, il faut lutter contre le conflit possible avec des catastrophes naturelles aussi, d'ailleurs. Et en un sens, voilà. Mais la démocratie est ce régime qui lutte aussi contre les violences intérieures, contre les conflits intérieurs. C'est pourquoi, moi, dans l'idée de conflit genré, moi aussi, j'avais envie de demander à Alain Renaud, il y a deux façons de les considérer. Il y a de nouveau la haine, effectivement, de l'altérité radicale, pensée comme
comme le mal de l'autre, et moi ça va, je suis bon, donc l'autre est le mal. Mais il y a aussi un conflit intérieur à chaque société entre des enjeux de pouvoir d'ailleurs inaperçus jusqu'ici, des dominations inaperçues, et c'est des conflits qui font progresser la société. Moi je crois que la démocratie est un régime où il y a plus de conflits qu'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'il y a des manifestations? Pourquoi est-ce qu'il y a des conflits, des nouveaux sujets qui apparaissent entre les hommes et les femmes? Il y a même des gens qui pensent qu'il faut reconnaître le droit des animaux. Je pense, moi, qu'il ne faut pas aller jusqu'à cette catégorie de droit des animaux, mais que, disons, il y a un conflit maintenant sur les droits de l'environnement, sur un certain nombre de choses. La démocratie est un régime qui fait apparaître des conflits, et pour les traiter, et c'est un progrès. Autant, et c'est pour ça qu'on peut entendre conflit genré. Il y a eu un exemple qui a été pris, c'est le terrorisme contre des boîtes de nuit homosexuelles, par exemple aux États-Unis ou ailleurs. Ça, c'est de la guerre, et il faut lutter contre ça comme vraiment un phénomène complètement à repousser. En revanche, quand il y a la dénonciation d'un abus sexuel au sein d'une société démocratique, quand il y a la dénonciation d'un abus de pouvoir, que ce soit un policier, un professeur parfois, un médecin, il faut au contraire considérer que ça fait progresser la justice entre les humains. Donc la différence pour moi entre les conflits légitimes et les conflits illégitimes est assez simple. Hein. C'est toujours le conflit qui est assumé comme intérieur et pour lequel on cherche à inventer une procédure de dépassement et qui fait progresser la société dans son ensemble. En revanche, le conflit sur fond de déni du conflit intérieur, on fait toujours progresser la guerre et la haine. Et je pense qu'effectivement, la force de l'Iliade, par exemple, c'est de montrer que bien sûr, il y a cette structure de guerre, mais qu'en fait, il y a une division intérieure très profonde, que chaque sujet est pris dans ce conflit intérieur, et qu'en effet, le conflit intérieur se règle uniquement par la médiation, la parole, les institutions. C'est pourquoi on est dans un espace qui permet d'exprimer des désaccords et pas de tout de suite dire c'est l'autre qui a tort. Ce qui pose de plein fouet la question du rôle de la démocratie, puisque vous l'avez tous abordé de près ou de loin. Est-ce que c'est le rôle de la démocratie que de réguler ces conflits, d'être l'arbitre que vous appeliez de vos voeux, Pierre-Judet de Lacombe, de modérer ces conflits? Ou est-ce qu'il ne faut pas la comprendre comme étant le lieu où ces conflits peuvent s'exprimer sans forcément qu'elles viennent les régir? Est-ce que c'est le rôle de la démocratie d'intervenir, ce tiers-là? Est-ce que c'est pas plutôt, comme vous le disiez, peut-être une forme d'éducation ou de culture qui permette de remettre en perspective ce qui est en train de se passer pour mieux le comprendre? C'est pas la même chose, Alain Renaud. Oui, si on est encore un peu plus optimiste, on pensera effectivement qu'il y a un type de régime qui peut conduire à la sortie des conflits. Mais enfin, quel est-il? Oui, mais vous entendez bien que j'allais dire que telle n'était pas ma conviction ni mon optimisme. Je suis, disons, raisonnablement pessimiste, comme on dit, mais je ne crois pas que la démocratie ni soit spécialement désignable comme telle, comme un régime où les conflits sont plus nombreux ou moins nombreux que dans les régimes antérieurs, ni que la démocratie est à la clé des conflits. Je suis très frappé que jusqu'ici, aucun d'entre nous n'a mentionné les conflits sociaux ou sociétaux. Aucun. Et de ce point de vue-là, Pierre-Judet de Lacombe dit si, moi j'en ai parlé. J'ai parlé de lutte des classes. Vrai. Contemporain. C'est-à-dire précisément contemporain parce que un certain nombre de sociologues que j'apprécie beaucoup, du type de François Dubé par exemple, soutiennent que il faut distinguer les violences et les conflits, et que les conflits, par exemple les conflits sociaux, conduisent vers des négociations, parce qu'il y a des appareils qui permettent de précisément faire que les positions des adversaires s'échangent, se discutent, se débattent vers des résolutions négociées. Alors est-ce que nous sommes encore dans cette situation-là dans nos démocraties contemporaines ou dans la nôtre? Je ne sais pas. Nous sortons, si nous en sommes sortis, d'un conflit qui a duré 18 mois et qui précisément ne correspondait pas à une structure de ce type. Le conflit des Gilets jaunes, qui est vraiment une forme de conflit sociétal extrêmement porteur de violence, dont l'issue n'est pas prévisible, ne conduit pas vers une résolution négociée comme les conflits sociaux antérieurs
du temps où les syndicats, par exemple, servaient de mode de résolution, d'intermédiaire, si vous voulez, ou d'interface entre les adversaires pour pouvoir négocier une sortie des conflits. Donc nous vivons aujourd'hui, je résume ma position, si vous voulez, premièrement, une situation vis-à-vis des conflits où nous ne pouvons plus faire appel à Dieu ou à des dieux. Nous ne pourrons plus rien attendre de Dieu ou des dieux. Deuxièmement, où nous ne pourrons plus rien espérer de l'histoire, au sens où, par exemple, quand on défendait une position hegelianisante sur l'histoire, on pensait que la négation était un moment qui allait se compenser parce que, comme nous savons tous, la thèse de Hegel, c'est que dans l'histoire, tout se déroule rationnellement et les négations ne sont que des moments qui, en se niant elles-mêmes, conduisent vers un progrès, vers un bien plus grand. Nous ne pouvons plus penser ça. Les conflits tels que nous les avons vus se succéder dans l'histoire du monde depuis, disons, le XXe siècle, ou depuis les génocides du XXe siècle, nous donnent la vision de conflits qui ne se compensent pas. Qu'est-ce que vous allez évoquer pour compenser les génocides, y compris ceux qui se déroulent aujourd'hui? Par exemple, en République démocratique du Congo, depuis 20 ans. Qu'est-ce qui va compenser les génocides? Donc, on ne peut pas faire appel à Dieu, on ne peut pas faire appel à une rationalité de l'histoire, et d'autre part, à laquelle nous ne croyons plus, pour la plupart d'entre nous. Et d'autre part, il semble que le type de négociation, de résolution des conflits que produisait le débat entre les différentes positions sociales, les syndicats, le patronat, etc., s'éloigne de nous. Et que les conflits auxquels nous avons affaire ne se résorbent pas sur ce mode-là. C'est la raison pour laquelle je soutiens, que le monde se conflictualise, parce que ces conflits-là ne portent pas en eux-mêmes leur résolution, donc ils se conflictualisent, et deuxièmement, que cette conflictualisation, dans la mesure où elle ne porte pas en elle des modes de résolution, ni par les dieux, ni par la rationalité de l'histoire, ni par la négociation, sont des conflits qui dérivent vers des formes de violence extrêmes. Et je pense qu'aujourd'hui, pour penser les conflits, il faut les penser à partir de cette extrémisation qu'ils prennent dans les génocides, dans le terrorisme contemporain, dans les violences sexuelles. Voilà, je m'arrête là. Vous voulez tous intervenir, je crois, Hélène Leuillet puis Frédéric Worms. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec ce que vient de dire Alain, c'est-à-dire que d'une part, nous ne pouvons plus être hegéliens, mais j'ajouterais que ce n'est pas une raison pour laisser tomber la négation, ni laisser tomber la médiation. Après tout, Hegel n'a pas le monopole ni de la médiation, ni de la négation. Que d'autre part, l'exemple de la démocratie française n'est pas forcément un bon exemple, puisque même dans les classements des démocraties, la démocratie française n'est pas du tout considérée comme une démocratie parfaite. Donc effectivement, on ne peut pas prendre exemple sur ce qui se passe dans notre société pour être pour la démocratie. Néanmoins, on peut être quand même pour l'idée de la démocratie de Claude Lefort. Ça nous apprend encore beaucoup. Et je pense que ce qu'on a perdu de vue, c'est un petit peu ce que disait Claude Lefort. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait le conflit démocratique qu'évoquaient Frédéric et Pierre-Judet de Lacombe à l'instant, ce qui fait la démocratie, c'est plutôt la diversité des positions conflictuelles qui interdit la polarisation. Or, le conflit des Gilets jaunes, pour ne pas le nommer, dont vient de parler Alain, qu'évoquait Alain notamment, je pense que ce grand conflit qui dure, c'est un conflit qui a polarisé des forces dans la société, et d'ailleurs peut-être du fait de l'État. Inévitablement, on ne peut pas penser le conflit des Gilets jaunes sans penser aussi les violences policières et sans penser cette espèce de polarisation, c'est-à-dire d'obligation de choisir son camp entre l'ordre et le désordre, ce qui n'est pas démocratique, ce qui n'est pas une façon démocratique de penser le conflit. Cette polarisation n'est pas une façon démocratique de penser le conflit. Si on joue le jeu des médiations et du langage, alors on est beaucoup plus obligé de reconnaître la diversité des places, des lieux, des intérêts. Et Lefort disait, le conflit, oui, mais attention à ce qu'il ne devienne pas un clivage. C'est la même chose pour le sujet humain. Quand la division devient un clivage, alors on est dans une logique qui est une logique d'affrontement, qui est même une logique de mort. Mais la démocratie a-t-elle jamais été autre chose qu'une polarisation du conflit ? Je ne suis pas sûre. Je pense que l'opposition politique... Oui, il y a bien sûr, ça doit prendre la forme d'une opposition politique, mais c'est aussi la reconnaissance d'une diversité des places, d'une diversité d'intérêts. Regardez comment un argument démocratique qu'on a beaucoup de mal à contrer, concernant, après tout, je parlais d'exemples contemporains, la réforme des retraites. On dit un régime universel, c'est mieux. Alors, on dit, formidable, universel, c'est la justice. Mais en même temps,
la démocratie, c'est aussi la diversité des métiers. Donc la diversité des organisations, la diversité des intérêts. Le fort part de choses comme ça. Il est évident que quand on est avocat ou quand on est professeur d'université, on n'a pas forcément le même intérêt direct. Mais c'est ça la démocratie, la possibilité, s'il y a une régulation, de reconnaître cette diversité, de composer avec cette diversité, de composer avec le fait que les intérêts ne sont pas convergents. Et ça, c'est pas polarisant. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a une tendance à la polarisation, et puis il peut y avoir évidemment des prises de parole qui obligent de temps en temps à constituer des partis, des groupes de parole. Mais c'est éphémère. Sur le fond, ça recouvre la reconnaissance d'une grande hétérogénéité des places. Oui, c'est une question passionnante de savoir si pour mieux gouverner, faut-il polariser pour mieux gouverner? Au fond, c'est ça la question. Frédéric Vance. Oui, pardon, Pierre. Non, mais pour continuer le débat, moi je pense que le mot démocratie, il ne faut pas l'employer au singulier en croyant qu'elle est réalisée absolument. La démocratie, ça n'existe pas dans un régime donné comme perfection, c'est un critère très précis malgré tout, qui est l'ensemble des progrès que font les humains pour maîtriser leurs conflits intérieurs, justement. Il y a des paliers, donc il y a aussi des régressions. Il y a un palier, par exemple, avec l'institution du suffrage universel, un certain nombre d'institutions de contre-pouvoir. Ça ne veut pas dire que c'est parfait. Et la démocratie, justement, vit de ces crises intérieures avec des grands risques que ça fasse régresser et parfois imploser des paliers qui restent légitimes. Par exemple, si un mouvement qui appelle à la démocratie veut critiquer le suffrage universel et la légitimité des élections, moi je considère qu'au nom d'un progrès, il demande une régression. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des progrès et que la démocratie partout ne soit pas perfectible. Il y a des paliers, je ne pense pas du tout qu'on soit au même niveau que des pays absolument non démocratiques, parce qu'il y a quand même des paliers en deçà desquels on tombe dans la tyrannie, mais qu'il y ait des démocraties parfaites, certainement pas. Donc il faut continuer à progresser. Les Gilets jaunes, en ce sens, sont un symptôme d'une crise, et je crois d'ailleurs qu'on n'y répondra que par des institutions, y compris sociales et économiques, peut-être par le retour aussi à l'impôt, à la solidarité. Moi, je pense d'ailleurs qu'au niveau mondial, c'est la même chose, et je pense que c'est très important. Quand il y a au niveau international, c'est toujours difficile. Alain Renaud le sait bien. On ne peut pas passer d'un optimisme cosmopolitique à un retour à l'état de nature et de guerre inexpiable. Quand il y a eu des génocides au XXe siècle, d'abord on les a pensés, on les a nommés et on a institué quelque chose qui s'appelle le crime contre l'humanité. Ça a l'air de rien, mais justement on l'a nommé, institué. Il y a aujourd'hui des tribunaux internationaux qui sont scandaleusement démunis, disproportionnés, mais qui sont un progrès cosmopolitique concret sans tomber dans une philosophie de l'histoire avec un grand H. Malgré tout, on peut distinguer les progrès et les régressions. Et un dernier point, par exemple, moi je me souviens d'une discussion avec Michel Serres qui parlait de la guerre mondiale. Pour lui, c'était la guerre contre le monde, le conflit des humains contre la nature. Et je pense que c'est évidemment quelque chose de majeur, mais c'est une erreur, parce qu'en fait, la guerre est toujours entre les humains. Et si on veut d'ailleurs régler le conflit, est-ce qu'il faut dire le conflit, la crise environnementale, il faut régler les conflits entre les humains, donc il faut des institutions internationales minimales. Elles seront toujours frustrantes. Mais elles ne seront pas pour autant, la frustration n'est pas un relativisme. Ça ne veut pas dire que tout va toujours mal, ou comme si on passait d'une idée de l'histoire avec un grand H à aujourd'hui, tout va mal et il n'y a plus de solution. Non, il y a des critères précis de progrès. Le jour où il y aura une taxe mondiale sur le carbone, ça va passer par des conflits très violents, mais c'est la seule manière, et on sait qu'elle peut être minimale pour sauver l'humanité aujourd'hui du risque écologique. Mais ça, pardonnez-moi, vous avez déjà employé cet argument, c'est très difficile d'accepter qu'il faille entrer dans le conflit, voire reconnaître la légitimité d'un crime ou d'un conflit au nom d'un progrès. Je ne reconnais pas la légitimité du Ça fait avancer la génocide. justice, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est très compliqué. Est-ce que la justifie les moyens? Il ne s'agit pas de légitimer le génocide. Non, ça, je ne sais pas ce que je vous fais dire. Il s'agit bien entendu, au contraire, de commencer à lutter contre lui en le pensant juridiquement, en pensant de quel type de crime il s'agit et comment on peut, dérisoirement pour l'instant, comment on peut lutter contre lui. Et d'abord, c'est en le reconnaissant comme possible dans toutes les communautés. Il y a eu des génocides sur des bases raciales, il y a eu des génocides internes à une société, comme au Cambodge, par exemple. Est-ce qu'on peut parler de génocide au Cambodge? C'est un sujet très disputé, par exemple, puisque ce n'est pas ethnique, c'est pas bon. Mais je pense que le terme est peut-être utilisable pour des raisons très précises, y compris parce qu'on exterminait les enfants, les vieillards, etc., dans certaines catégories de la population, que donc, en un sens, on naturalisait, puisqu'on allait, y compris, tuer les embryons, les fœtus dans le ventre des mères. Donc il y a des critères, bon, peu importe. Mais ce qui est important, c'est justement la manière fragile, qui n'est jamais
pour autant nul dont les humains inventent des outils contre les conflits. Et je pense qu'ils sont en effet, non seulement langagiers, la psychanalyse ne suffit pas, il faut aussi le droit, la politique, les institutions en lien avec tout cela, parce que c'est pas tout ou rien, voilà, c'est ça qu'il faut dire. C'est-à-dire on passe pas d'un état d'optimisme cosmopolitique à un état de guerre de tous contre tous, on a encore quelques outils. Mais quel lien faites-vous, et Pierre-Gilles Delacombe, je vous donne la parole en premier, est-ce que vous vouliez intervenir, entre cette prolifération, cette accentuation du conflit, cette conflictualisation, pour reprendre votre expression à la Renaud, et la crispation autour de la question même de l'identité? N'est-ce pas, plus cette question-là se brouille, voire même se trouve investie d'un désir de reconnaissance et d'exister sous une étiquette, plus le conflit est alimenté? Oui, justement, et c'est ça qui est le paradoxe, c'est-à-dire que l'identité, le être chez soi, donc être bien chez soi, comme on dit toujours les imbéciles heureux qui sont nés quelque part, donc c'est la haine. Et là, c'est du Carl Schmitt pur, c'est-à-dire qu'on définit le lien social minimum de l'amitié comme étant l'exclusion des ennemis. C'est ce qu'on a eu chez les fascistes et les nazis, mais chez tous les populismes de droite comme de gauche maintenant. Alors bon, et ça crée des désastres. Alors pour être un tout petit peu pessimiste, et là je me réfère au livre de Jean-Michel Salanskis sur le mal, c'est pas parce qu'il y a eu ces génocides atroces qui sont pas finis que l'homme est un animal, est une brute, parce qu'il y a en même temps que le génocide, il y a l'indignation, il y a la révolte contre le génocide, avec tous les efforts ensuite qui sont faits institutionnels pour donc empêcher ça. On n'empêche rien, mais au moins voilà, l'humanité marque son dégoût. Mais je veux dire, là où ce qu'on peut vraiment inquiéter, c'est qu'on a parlé de démocratie, de tyrannie, mais il y a un tel désir de tyrannie dans les démocraties actuellement, et c'est lié à cette question de l'identité. Et là, c'est vraiment quelque chose contre quoi il faut lutter. Et on ne peut pas dire qu'on va lutter contre ce désir archaïque que Cassirer a si bien analysé, c'est-à-dire le retour, quand il fait son analyse du nazisme, c'est très, très, très fort, comme Adorno d'ailleurs, c'est-à-dire que le nazisme, c'est quoi? C'est l'hyper-technologie, hyper-modernisme, lié au mythe, à l'archaïque. C'est-à-dire qu'on revient au passé fondamental de ce qu'est une race, ou les autres c'est une religion, ou une nation, comme fétichisé, grâce à la technique. Qui normalement la technique aurait dû ouvrir le monde sur un échange rationnel, etc., sur une forme de libération. Donc on voit qu'il n'y a pas de contradiction entre progressisme et racisme, ou progressisme et fondamentalisme. Au contraire, il peut y avoir une utilisation de la technique et de la science, et ce contre quoi il faut lutter, c'est justement contre ce qu'on est en train de vivre aussi en France en ce moment, et que on peut le dire que le gouvernement actuel, il fait du sous-Platon, c'est-à-dire que c'est le gouvernement des experts, des philosophes, qui pensent qu'ils ont les règles du monde, qui sont les règles non plus du monde politique, mais du règle économique, et dans ce cas-là, le politique perd complètement de de sa substance, de sa réalité. On dépolitise l'État, d'une certaine manière, au nom du marché. Il y a des savoirs experts qui sont pas partagé par tous, mais pourquoi cela est une forme de tyrannie aussi, enfin, je ne dirais pas qu'on est dans un fascisme, ça c'est absurde, ou dans une antidémocratie, certainement pas, mais quand on applique pour des politiques au nom de règles économiques, c'est-à-dire on considère les gens non pas comme des tu, des je, des vous et des nous, mais comme des il et des elle, c'est-à-dire ce sont des paramètres d'équation qui vont décider de leur avenir, et on demande aux gens d'être d'accord avec ça. C'est une contradiction performative, de langage gigantesque. On ne reconnaît pas les gens comme des sujets, on les objective. Alors ce n'est pas n'importe qui objective, ce sont des gens, soi-disant, qui ont des formations supérieures, qu'on peut discuter. Et donc et là, il faut être très très vigilant sur les réformes en cours de la recherche et de l'enseignement supérieur. Mais c'est justement quand il y a un discours objectivant qui se passe, qui prend la place du discours politique, que là, on fait comme s'il n'y avait plus de conflit, parce que donc, si on explique la réalité donc, de manière pacifiée et scientifique, il n'y aura plus de conflit. Or, il faut remettre de la conflictualité, non pas comme par amour de cela, mais pour penser le politique. Le politique, c'est ce qui permet à une société de penser son intégration interne et son rapport à l'extérieur. C'est ça le politique. Et là, je pense que c'est cela qu'il faut remettre au goût du jour, et il faudrait que les politiques deviennent politiques. Ce qui pose la question du rôle du savoir et de la connaissance dans la reconnaissance de ces conflits, dans peut-être leur modération possible. Vous disiez à l'instant, Pierre-Gilles Delacombe, que le gouvernement actuel faisait du sous-Platon, faisant référence à l'idée du philosophe roi qu'avançait Platon, selon laquelle finalement, pour bien gouverner, il faudrait quelqu'un qui ait une formation de philosophe, c'est-à-dire qu'il soit absolument désintéressé du pouvoir. Et alors, il serait dans les bonnes conditions pour exercer ce pouvoir de manière légitime. Quelle place accordez-vous, et je vous pose la question à vous quatre, au rôle que vous jouez dans la société aujourd'hui en tant qu'intellectuel, en tant qu'universitaire, en tant que chercheur, pour nommer et peut-être essayer alors soit de modérer ces conflits, soit d'esquisser
une sortie, une voie qui permette d'apprendre à vivre avec ces conflits. Vous avez tous insisté sur l'importance du langage, sur l'importance de la définition, sur l'importance de la connaissance et de la culture pour nommer ces conflits. Comment concevez-vous votre rôle et êtes-vous optimiste par rapport à ce rôle-là, Alain Renaud? J'ai dit que j'étais raisonnablement pessimiste. Ce que je voulais dire par là, c'était que... Baissez le micro sur le menton comme ça. Oui, c'est ça. Voilà. C'est vraiment contre-intuitif, ce truc. C'est pas facile. Mais on disait tout de suite, il y a quelques minutes, que ce qui avait pu nourrir l'optimisme, à savoir qu'on puisse faire appel à Dieu, au Dieu, qu'on puisse faire appel à la raison ou à l'histoire, d'une certaine façon, nous ne pouvons plus le faire. On peut dire aussi que vous évoquiez le fait qu'on ait réussi à dire que ce qui s'était passé dans les génocides du XXe siècle et dans les nôtres sont des crimes contre l'humanité. Mais ce sont aussi des crimes de l'humanité. C'est aussi l'humanité qui commet ces crimes. Et donc, il ne nous est plus non plus aussi aisé qu'on pouvait le penser à un certain moment de faire appel à l'humanité, à notre humanité ou à une humanité meilleure. Donc nous sommes dans une situation, je crois, extrêmement difficile, d'où mon choix du pessimisme, parce que tous les optimismes nourris dans les dieux, nourris chez les dieux, nourris dans l'histoire ou dans la rationalité et nourris dans l'humanité, me paraissent extrêmement fragilisés aujourd'hui. C'est pourquoi il me semble que la situation se conflictualise de plus en plus. Alors maintenant, raisonnable, pessimisme raisonnable, c'est-à-dire ce qui le modère, c'est à mon avis qu'on peut identifier, et là je reprends une suggestion que vous avez faite, on peut identifier une structure commune aux conflits, pour le moins aux conflits les plus violents, les plus sévères ou les plus extrêmes, qui est une structure qui réfère ou qui entretient une relation étroite avec la question de l'identité. Et il me semble que si on avait le temps, on pourrait le montrer assez facilement, que la structure commune à tous les conflits, des petits conflits, aux très grands et aux immenses conflits, c'est une structure qui a quelque chose à voir avec le nous et eux et nous. Et un nous et eux, ou elle d'ailleurs, qui est perçu par nous qui le dénonçons, comme mettant en jeu, en fond, notre identité, avec la conviction qu'au fond, dans le débat entre nous et eux, c'est eux ou nous. Et quand on passe du constat qu'il y a deux identités qui s'affrontent à l'éventualité que cet affrontement mette en cause une des deux identités en présence, on arrive à cette situation du nous ou eux, qui est effectivement sans doute la structure commune. Si je devais tenir un discours général sur la conflictualité, je la tiendrai autour de ça. C'est cette transformation de l'identité, cette conscience d'une identité comme étant mise en péril par celle d'un autre ou des autres, et qui se traduit par l'altérisation, le fait qu'on va traiter l'autre comme un autre absolu. Et je pense que c'est cela qui sous-tend la plupart des formes de conflictualité. Je répète, des petites méchancetés aux immenses méchancetés. Pessimisme raisonnable, disiez-vous, Alain Renaud. Vous continuez quand même à écrire et à participer à ce genre de table ronde. Donc je pense que votre rôle n'est pas complètement inutile à vos propres yeux. Hélène Leuillet, qu'en êtes-vous? Où vous situez-vous par rapport à cette question? Moi, rapidement, puisque vous nous demandiez comment nous situer par rapport au langage, je crois qu'effectivement, je me vis un peu comme une fonctionnaire du langage, avec mon petit niveau de la psychanalyse et de la philosophie, qui n'est pas le seul. Bien sûr, Frédéric a raison de rappeler qu'il y a le droit et plein d'autres choses. Et du langage, peut-être, il faudrait le préciser, pas seulement comme communication, pas comme bavardage narcissique, parce qu'alors là, on arrive effectivement dans la conflictualité qu'évoquait Alain aussitôt, mon identité est menacée par celle de l'autre. Non, pas de ce langage comme communication, bavardage narcissique, mais du langage comme adresse, comme plutôt du côté de la nomination, comme vous le disiez à l'instant, du parler et laisser parler aussi. Voilà un petit peu comment j'essaye de contribuer à la pacification des conflits, parce que voilà, il y a une conflictualité nécessaire à laquelle nous pouvons travailler, que nous pouvons ciseler, et puis en même temps, puisqu'elle est là, c'est pas non plus la peine d'en rajouter, dans le passage du conflit à la guerre. Et ça, le langage permet de tempérer. Mais je vais le poser la question autrement. Pensez-vous que comprendre l'origine et la nature de ces conflits permet en partie de commencer à les résoudre? En tout cas, de les pacifier.
Je pense qu'effectivement, par le langage, on peut pacifier les conflits. On voit très bien que le passage à la radicalisation, vous avez évoqué mon livre sur la haine, dans lequel je parlais des radicalités, de toutes les formes de radicalité, eh bien, on voit très bien qu'il y a un moment, c'est la séduction de l'acte. Et même en clinique, aujourd'hui, on voit beaucoup que la clinique est une clinique de l'acte. L'acte, c'est le court-circuit du langage. Alors que quand on prend le parti du langage, eh bien, en tout cas, on commence à pacifier, même si la pacification, elle consiste d'abord à reconnaître qu'il y a, par exemple en soi, eh bien, des tendances qui ne vont pas ensemble. Eh bien, rien que regarder ça, par le langage et le nommer, ça pacifie quelque chose, ça permet, il y a conflit, mais on n'en rajoute pas. Pierre Judet de Lacombe. Oui, justement, c'est difficile. Quand on est philologue, on ne va pas changer le monde. Non, mais je pense que ça passe, c'est vrai, par le langage, et c'est le langage comme vecteur de la reconnaissance mutuelle. Pour qu'il y ait reconnaissance mutuelle, c'est pas simplement le face-à-face. Moi, je suis ça, moi, Adam, toi, Jane. C'est pas comme ça. Donc, c'est pas fixé sur des identités. C'est justement le tiers. Et le tiers, ce sont les langages, mais c'est pas le langage, comme on dit maintenant, malheureusement un peu partout en Europe, comme moyen de communication, comme ça, d'impact rapide, etc. Chose qui est très noble et qu'il faut connaître. Mais à l'école, ce qu'il faut enseigner, c'est le langage comme histoire, c'est le langage comme tiers. Et je trouve qu'il faut mettre les religions au cœur de l'enseignement. Et les religions non pas comme croyances, mais les religions comme textes. Et les grands textes de la Bible, du Coran, de toutes les traditions. Qui sont des textes très violents par ailleurs. Alors, qui peuvent être, alors effectivement, la prise de Jéricho, mieux valait pas y être. Mais je veux dire, le paradis non plus d'ailleurs. Mais je veux dire, c'est apprendre que l'esprit humain est un esprit historique qui n'arrête pas de s'interroger lui-même, pas dans le sens d'un progrès nécessairement, mais qui a cette capacité de réflexion, de se demander ce qu'il a fait. Et toutes les grandes religions qui sont ces grandes inventions humaines de l'intelligence humaine, et qui actuellement crispent les identités, c'est ça aussi qu'il faut. Il faut le fluidifier en le rendant intelligent et donner la fierté aux gens. Nous sommes une société pluriculturelle, Dieu merci, et il faut donner de la fierté aux gens qui, donc, selon leur origine, et la République, c'est la médiation. C'est ça que c'est au-delà de tout contenu, c'est ce qui permet cette reconnaissance. On n'est pas plus républicain parce qu'on mange du jambon. Frédéric Worms. Oui, alors je vais prolonger des choses qui ont été dites. D'abord, je dirais qu'au pessimisme raisonnable, que je trouve une très belle formule, moi j'opposerais un optimisme critique, et même un humanisme, et même un vitalisme critique. Moi je parle d'humanisme vital et de vitalisme critique. Non mais c'est très important, effectivement, de ne pas être naïf ni d'un côté ni de l'autre. Et j'aime beaucoup la nuance du raisonnable au pessimisme, ou la nuance du critique à l'optimisme. Ça définit sans doute deux types de positions différentes, mais au sein d'un problème profondément commun. Et je pense que c'est quand même très important. Évidemment qu'il faut être critique, et même la critique est une des conditions de la solution des conflits. On n'a pas encore employé cette notion de critique, qui d'ailleurs est transversale et historiquement à toutes les fonctions de l'intellectuel. Puisque Adèle a posé la question du type d'engagement aujourd'hui, moi je crois que chacun à sa manière, on ne peut plus être simplement des intellectuels de surplomb, tant qu'il n'en ait jamais eu. Il y en a eu, hein. Michael Walzer définit les intellectuels déchirés dans la société civile, qui expriment à la fois attachement et critique. J'ajouterais une dernière dimension aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de figures des intellectuels. Je pense qu'aujourd'hui, chacun, là où il est, doit aussi agir dans les institutions. Par la parole, mais dans les institutions. Ayons conscience qu'on ne peut pas discuter comme on le fait là, enseigner, se parler, même dans la rue. Même la rue est une institution fragile, une institution conflictuelle, justement, qui est protégée par des droits. Hein. On peut faire des choses et pas d'autres. Les cafés, les choses comme ça. Donc moi, je pense profondément aujourd'hui qu'on doit agir de manière critique, mais à l'intérieur des institutions et sans les menacer, parce que l'excès de critique qui devient aussi... Il y a la pathologie de la critique, comme toujours. Moi, je suis vitaliste critique, donc il y a des pathologies partout. Ça devient le soupçon, le complotisme, on en a très peu parlé. On a une responsabilité scientifique, mais aussi institutionnelle, de préserver la légitimité de certaines institutions, parce qu'elles sont des institutions de la critique. Quand les gens critiquent les médias, par exemple, c'est extrêmement grave, parce que les médias, c'est un lieu de débat. Quand on critique l'école, les professeurs qui sont délégitimés, etc. Donc, impliquons-nous de manière critique, mais aussi à travers les institutions. Il y a 50 ans, les intellectuels critiquaient les institutions. Elles avaient acquis, justement, peut-être des abus de légitimité, de pouvoir, ne permettaient plus la critique.
Aujourd'hui, c'est dans des institutions, bien sûr, la radio en fait partie, les amphis comme ça. C'est pas de légitimer les médias ou une sorte d'élite. Au contraire, c'est des espaces critiques. Mais il en faut plus, il en faut un peu partout. Mais c'est ça qu'on doit faire partout, nous, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui avons eu accès grâce à certaines institutions, pas par le miracle de notre nature, mais grâce à une société et une histoire, comme l'a dit Pierre aussi, à des livres, à des enjeux. Merci de l'avoir fait aujourd'hui entre pessimisme raisonnable et optimisme critique. Je vous laisse choisir. Merci à tous les quatre, Alain Renaud, Hélène Leuillet, Pierre-Gilles Lacombe et Frédéric Worms. Et merci au public d'être restés si nombreux.